Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour l'actualité blockchain et crypto de la semaine. On va revenir sur l'évolution du prix des crypto-monnaies et on va revenir sur quelques actus qui s'articulent tout autour de ce marché et on va également parler un petit peu de vos questions, vos doutes, mais également les miens vis-à-vis de ces différentes actus. Les amis, on a un Bitcoin qui est toujours proche des 52 000 $, ce qui est très bien. Je vous rappelle qu'on est littéralement au top de sa valeur depuis... le 9 2021, les amis, ça fait vraiment très longtemps. Ça va faire un peu plus de 2 ans, ça pique, hein, ça va vite, hein. 50 450 $. Donc bon, est-ce qu'on va rester dans ces valeurs-là? J'en ai strictement aucune idée. On voit clairement qu'il y a un plateau et que Bitcoin rebondit au-dessus des 50 000 $ depuis qu'il les a franchis. Et j'espère que ça va durer. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien aux entreprises, à l'écosystème et un peu plus largement à toutes les sociétés et toutes les crypto-monnaies. Parce que, comme vous le savez, Bitcoin valorise le marché et va valoriser les autres crypto-monnaies. Donc ça fait du bien en espérant que ça dure. Pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que c'est Ethereum qui rattrape un tout petit peu de retard cette semaine. Il devrait être à 3002, hein. On est d'accord? Les amis, je continue. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment vis-à-vis d'Ethereum. Pour faire très simple, le stacking elle va en poupe, hein. Il y a plus de 30 millions d'Ethereum déposés dans le smart contract. Ça représente littéralement un quart des Ethers, hein. Vous vous rendez compte, c'est un Ethereum sur 4 qui est bloqué dans un contrat de stacking. Ça ne fait que monter, en tout cas presque que monter. Et là, vous avez pas mal de métriques. Vous voyez le nombre de validateurs qui sont actuellement actifs. Vous voyez que Lido a 31% des Ethers stakés. C'est beaucoup. Il me semble que c'est moins qu'avant. Il y a Coinbase qui 14% des parts, Binance 4%, Kiln qui tape 1 million d'Ethers stakés, ça c'est bon ça. C'est un peu beaucoup pour de la décentralisation, je suis totalement d'accord. C'est trop pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire à part les appeler et leur dire « Hey, vous voulez pas être plus petit que ce que vous êtes ?» Ils vont te dire non. Globalement, c'est à nous, utilisateurs, de ne pas utiliser Lido et d'utiliser d'autres protocoles. J'utilise moi-même Lido pour un tiers de mes Ethers, hein, donc tu vois. Bref, tout ça pour vous dire que le proof of stake d'Ether devient quand même relativement costaud, quoi. Si ce n'est cette part de décentralisation. Et encore après, que ce soit à travers des pools, il faut savoir que les Lido d'Ether sont certes à travers le protocole Lido, mais derrière, ce sont différents opérateurs qui maintiennent les infrastructures de Lido. C'est pas Lido tout seul qui a un data center avec 31% des nœuds, hein, faut le savoir. Les amis, je vais vous parler de ça. Alors, l'attaque 51 est l'épouvantail des blockchains, hein. C'est le fait qu'avec 51% de la puissance de calcul d'un réseau, tu peux le mettre en difficulté en faisant du double dépense. C'est plus compliqué que ça, mais c'est les grandes lignes. Et c'est 34% sur le proof of stake. Je vous envoie un article qui est plutôt sympathique et qui explique que Bitcoin et Ethereum seraient aujourd'hui à l'abri, techniquement, entre guillemets, parce que Bitcoin, ça fait déjà très longtemps. C'est assez intéressant de le voir évoluer, mais c'est un sujet qui fait tellement débat, les gars. Il y en a tellement qui vont vous dire que c'était déjà le cas hier, tellement qui vont dire que sur Ethereum, c'est pas vrai. Ceux de Bitcoin vont dire qu'ils étaient déjà à l'abri et que sur Ethereum, c'est pas prouvé. Bref, il y a des points de centralisation malgré ces décentralisations, mais je vous mets ça dans le chat parce que c'est quelque chose de relativement sympa à regarder. Et Bitcoin et Ethereum restent quand même les deux réseaux les plus décentralisés de l'ensemble, quoi. Sisi, les amis, qui voit son procès reculer encore, il va être jugé finalement le 30 avril. Alors, faut savoir qu'il s'attend à une prime d'emprisonnement qui pourrait aller jusqu'à 18 mois. Évidemment, ses avocats vont plaider pour qu'il en ait strictement aucune. Mais il faut savoir que la justice américaine pourrait demander jusqu'à 10 ans. Encore une fois, entre 0 mois de prison et 10 ans de prison. J'espère qu'il prendra pas 10 ans de prison parce que mine de rien, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Et surtout, bah, il a surtout accepté un deal, hein. Il a quitté sa position sur Binance. Mais bon, en gros, ce qui lui est reproché, c'est pour faire très simple que les dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent pour Binance n'étaient pas assez bonne. Et pour le coup, Binance est une machine si grosse. Il y a eu des trucs clean et des trucs qui l'ont été moins qui sont passés par Binance, hein, évidemment. Bref, tout ça pour vous dire que Sisi, le créateur de Binance, qui est le plus gros exchange au monde, ne sait pas encore s'il va prendre 12-18 mois ou beaucoup plus. Ça va dépendre également de la volonté des États-Unis à taper du poing sur la table. Les amis, pour faire simple, apparemment, Gary Gensler, vous le savez, il a une façon de gouverner la Security Exchange Commission qui ne plaît pas à tout le monde. Certains disent qu'il a une position qui est trop politique. Il est censé faire appliquer la loi et il se permet de dire qu'est-ce qui devrait ou non être une security, comment, pourquoi. Il se permet de prendre des positions pour ou contre les crypto-monnaies, notamment des positions politiques en disant que les crypto-monnaies c'est dangereux, etc. De la même façon, il prend des positions écologiques, par exemple, qui n'ont rien à voir avec son domaine à lui, et ça gueule assez fort en interne. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'avocats qui quittent la Security Exchange Commission, hein, des seniors qui disent ne plus être alignés depuis que Gary Gensler dirige le régulateur américain de cette façon. Enfin bref, affaire à suivre, mais il a une gouvernance qui est très controversée aujourd'hui. Les amis, je continue avec l'annonce cette semaine de Coinbase et Ledger. On peut directement acheter de la crypto-monnaie via Coinbase sur Ledger Live.
ça permet tout simplement de recharger ses soldes en crypto directement depuis l'appli Ledger Live. Je continue les amis, l'Éthiopie, nouvel Eldorado des mineurs chinois. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Tout simplement parce que vous le savez, un mineur de crypto-monnaie, il a qu'un seul poste de dépense, enfin deux en fait, la machine qu'il doit acheter, qui va miner du bitcoin et qui va tourner toute la journée, et naturellement sa consommation énergétique, et donc il va là où c'est le moins cher possible. L'Éthiopie a des frais qui sont relativement bas, une énergie qui vient de l'hydroélectricité à plus de 80 ou 85%, et donc les Chinois adorent, sachant que c'est pas tout à fait légal dans tous les endroits en Chine, donc ils vont en Éthiopie. Bon, ça reste instable politiquement, t'as peur que le président dise « Bah en fait, on est contre les cryptos maintenant, j'ai changé d'avis, allez vous faire foutre ». Mais il y a aussi une grosse question éthique, parce qu'en Éthiopie, je crois qu'il n'y a qu'une personne sur deux qui a accès à l'électricité. Donc naturellement, quand tu vois des fermes de minage qui vont s'installer là-bas, pourquoi est-ce qu'on parle de mineurs chinois? Parce que sur les 21 entreprises qui ont été s'installer là-bas dans les derniers mois, il y a 19 entreprises chinoises. Voilà pourquoi on dit que l'Éthiopie semble être le nouveau Eldorado chinois pour le minage. Coinbase enregistre une hausse de 40% de son chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre de 2023. C'est la même hausse que Meria. Pour vous dire, en décembre, on a dû faire genre 30% de notre année. Pour vous dire, pas de surprise, évidemment, quand c'est sorti, ça a plu au cours de Coinbase en bourse, et alors qu'il était à 120, il a tout de suite regrimpé, maintenant Coinbase en bourse, à mon grand plaisir d'ailleurs, vous savez que je suis positionné. Quel plaisir. Les ETF Bitcoin se remplissent pendant que les ETF sur l'or se vident. Bref, ils sont juste en train de montrer qu'il y a un petit peu, il y a quand même du flux sortant sur l'or, mais que sur Bitcoin, ça monte. Alors évidemment, il y a peut-être des gens qui diversifient un peu leur portefeuille d'or en allant sur de l'or numérique, donc le Bitcoin, j'en sais rien. En tout cas, Gold USD, le cours de l'or se porte plutôt bien quand même. L'or ne se porte pas mal, on est d'accord. Malgré tout ça, Bitcoin capte une partie de cette valeur. Ouais. Les amis, bon, Bitcoin qui dépasse les 1000 milliards de dollars de capitalisation, c'était cette semaine, mais on va pas revenir dessus. Ça veut juste dire que la valeur de tous les bitcoins, donc s'il y a 19 631 343 bitcoins, si vous faites x 51 862 dollars, vous le voyez là, ça fait 1 billion de dollars, donc 1018 milliards de dollars. C'est la valeur des bitcoins. Et ça représente aujourd'hui 51,9% de toutes les crypto-monnaies enregistrées. Bon, la SEC qui inflige une amende à Vanek, rien à voir avec les cryptos, mais c'est parce qu'apparemment ils n'ont pas disclosé suffisamment d'informations. Un litige avec eux, conclusion d'un litige, bref, 1,75 million de dollars pour Vanek, autant vous dire que c'est non significatif. Starknet révèle les détails de son airdrop, donc vous êtes peut-être éligible, vous pouvez le vérifier en allant sur le lien suivant. Ça, c'est le lien officiel, vous pouvez venir ici, vous connecter, tester votre adresse et voir si vous êtes éligible. Par exemple, si vous avez essayé la plateforme Sorare, à l'époque où j'ai sorti ma vidéo et que vous avez tradé des NFT, il est possible que vous en ayez gagné quelques-uns. Si vous êtes un très ancien early adopter d'Ether, il est possible que vous soyez éligible également. Là, vous avez tous les critères, quoi. Et le truc, c'est que il fallait un minimum d'Ether sur votre adresse, et il y a des gens qui gueulent parce qu'ils ont fait beaucoup d'actions en espérant être éligibles et qui ne l'ont pas été. Et donc, le projet Starknet se fait déchirer la tête sur les réseaux sociaux, mais vraiment déchirer. Est-ce que vous pouvez dire si vous avez été éligible et dire combien de STRK vous avez eu dans le chat? Et vous allez voir que c'est toujours pareil, voilà, lui 4400, lui 100, lui 500, lui, tu vois, il y en a qui ont été éligibles quand même, il y a beaucoup de monde. Et donc, naturellement, bon, les critères sont ce qu'ils sont, on aime ou on n'aime pas. Tous ceux qui ne les ont pas, ils sont en train d'insulter le projet, de le traîner dans la boue. Bon, je trouve qu'il y a évidemment des critères qui auraient dû être un petit peu différents, qui auraient pu être un petit peu différents. Moi, après, à partir du moment où c'est de l'argent qui tombe du ciel, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire ça, mais c'est ce qui a, à l'époque, fracassé Paraswap, par exemple. Les gens ont détesté Paraswap alors que c'est un outil de malade. Pour moi, Paraswap, le truc est 10 fois sous-valorisé, juste parce que les gens détestent ça, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il y a évidemment des grosses questions. Voilà, airdrop décevant ou communauté toxique, t'as un peu de tout. T'as des gens qui gueulent, des gens qui en ont eu beaucoup, t'as la communauté qui estime que ça a été réparti un petit peu au bon vouloir de la team. C'est le but, globalement, d'un airdrop. Mais de toute façon, les gens gueulent tout le temps. À partir du moment où les gens n'ont pas gagné de l'argent et ne sont pas eux touchés, je prends l'exemple tout bête, que ce soit Tada sur les tokenomics. Ouais, il y en a trop pour les VC et pas assez pour la commu. Que ce soit là pour un airdrop, ouais, il y en a trop pour ci, trop pour là. C'est toujours pareil. Et à l'époque où on levait des fonds en bear market, les VC disaient non, on n'a pas assez pour nous, vous allez trop donner ailleurs et on estime que la part des VC dans le gâteau est pas suffisant. C'est systématiquement pareil. Chacun va tirer la couverture sur lui, c'est sûr, donc naturellement, il y en a qui gueulent énormément. Là, c'est très clairement du lynchage. La communauté s'acharne sur Starknet, il y en a même qui invitent à boycotter. Ça t'intéresse pas, t'es déçu par le airdrop, tu n'utilises pas le réseau, tu passes sur un autre réseau, tu fais pas chier, quoi, c'est tout. C'est un peu comme ça que ça devrait se faire maintenant, ça se fait pas.